Et bonjour tout le monde, tout d'abord je vous souhaite une excellente année 2024 qui je l'espère sera remplie de bonheur, que ce soit au niveau santé, niveau sport, niveau perso, niveau professionnel, ce sera déjà pas mal. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler cinéma. Après un petit peu plus d'un an d'inactivité sur la chaîne, on va essayer de relancer un petit peu ça en parlant ciné dans un premier temps. Mais ne vous en faites pas, on reparlera jeux vidéo bien évidemment par la suite, voire même très prochainement. Alors je me suis dit, je vais tout simplement commencer l'année par un top 10 et un flop 10 des films que j'ai vus. On va commencer par le flop 10 dans un premier temps et je mettrai les tops peut-être dans la même vidéo ou dans une deuxième vidéo, je ne sais pas, ce sera surprise. Je verrai au moment du montage. Alors je précise avant toute chose, c'est un choix entièrement personnel, c'est 100% subjectif, donc ne me détestez pas s'il vous plaît si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Au contraire, on peut échanger, discuter en commentaire, donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec mon avis. Alors je précise également pour démarrer que cette année au cinéma j'ai vu à peu près 83 films si j'ai bien fait mes comptes, plus 3 sur Netflix. Alors je parle bien sûr des films qui sont sortis cette année, j'ai vu beaucoup plus de films sinon, mais voilà, pour les films sortis en 2023 j'en ai vu 86 à peu près en comptant le ciné et Netflix. Ce qui veut dire donc que je n'ai pas pu tout voir, donc ne vous étonnez pas s'il y a des films qui ne sont pas présents dans les flops mais qui le sont dans plein d'autres flops. Alors par exemple en vrac on a En eau très trouble que j'ai pas vu, Winnie the Pooh, le film d'horreur basé sur Winnie l'ourson, Fast X, donc le 10e épisode de la saga Fast and Furious, je suis pas du tout au point sur cette saga de toute façon, le dernier Expendables et notamment également Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, parce que je n'ai absolument pas eu envie de donner la moindre vue à ce film. Voilà. Alors, il y a quelques films où j'ose dire que oui, je les défends, parce que je trouve pas que ce sont des bouses infâmes, en tout cas autant que ce qu'on a pu nous le vendre. Par exemple, on a The Flash, qui, hormis, ok, les effets spéciaux sont absolument dégueulasses, il y a pas mal de choses qui vont pas dans la construction, dans le scénario, tout ça. Mais moi, j'ai passé un bon moment devant et je trouve, contrairement à ce que j'ai pu voir ou entendre à droite à gauche, que par exemple, Michael Keaton, pour moi, il joue son rôle de Batman. Enfin, il joue le rôle d'un Batman aigri. Aigri encore, c'est un grand mot, mais je comprends pas les gens qui disent que Michael Keaton n'y met absolument pas du sien. Dans le même style, il y a également The Marvels. Je ne comprends pas la haine envers ce film, étant donné qu'on essaie de nous proposer quelque chose d'un petit peu différent par rapport à tout ce qu'on peut voir dans le MCU depuis ces dernières années. Donc j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi on déteste autant ce film. Blue Beetle également. En fait, ça fait beaucoup de films de super-héros, mais Blue Beetle, c'est pareil. DC essaie de nous proposer quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on voit habituellement, sans faire pour autant du Marvel. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, même si, oui, il y a des raccourcis par-ci par-là. C'est un petit peu bâclé sur certains aspects, mais globalement, les personnages, je les trouvais plutôt attachants. Alors, Shazam 2, c'est pas que je le défends, mais c'est loin d'être la bouse intersidérale également. Enfin, il y a quand même des films qui sont bien moins bons que Shazam 2 qui sont sortis cette année, même si, ouais, ils s'intègrent dans un univers qui allait déjà mal, on va dire. Ne serait-ce qu'avec l'intervention de Wonder Woman dans le film, enfin, l'intervention. Mais Shazam 2 ne fait pas partie, moi, de mes flops. Alors, je vais parler également très rapidement de Rebel Moon. Tout le monde, pareil, crache sur ce film actuellement. Moi, perso, ça m'a pas dérangé. Alors oui, certes, c'est un film où on passe au moins la moitié du film, même plus, hein, on va dire, à te poser le décor, à te poser les personnages, l'ambiance et tout. Ouais, c'est lent, ouais, c'est plat. La bande-annonce te le vend un petit peu comme un film d'action. C'est le cas, mais qu'à quelques moments. Après, vu qu'il va y avoir une suite, dans les faits, moi, ça me dérange pas plus que ça, hein. Et j'ai pas trouvé que c'était mal foutu. Enfin, honnêtement, que ce soit au niveau des effets spéciaux ou du travail sur les personnages en eux-mêmes, j'attends de voir la suite, moi. À côté de ça, par contre, il y a quelques films qui auraient pu se retrouver dans le flop, mais qui n'y sont pas. On va avoir par exemple, je vais les citer en vrac comme ça, mais on va avoir Aquaman 2, bon, qui était vraiment absolument pas bon du tout. On avait Wish, un des derniers films, bah, si ce n'est le dernier film Disney, où j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans, et je pense que le doublage français n'a pas aidé. Je ne critique pas les doubleurs, hein, attention, mais moi personnellement, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Il y a plein de choses où j'y croyais pas, quoi. Et puis les chants toutes les 15 minutes, franchement, quand j'étais petit, moi ça passait, mais là, aujourd'hui, ça passe beaucoup moins. Perfect Days, alors film plutôt adulé par la critique, par les spectateurs. Moi personnellement, je me suis emmerdé devant. J'ai pas réussi. Je comprends ce que le film veut nous montrer, mais moi, ça ne m'a pas parlé du tout.
On a Indiana Jones 5 également, lui, il est resté très longtemps cette année dans mon flop 10, mais j'ai vu des choses qui étaient encore plus mauvaises, mais franchement, à un moment donné, le surplus, ça va quoi. Déjà, il y avait la scène du frigo dans Indiana Jones 4, ça tout le monde s'en rappelle. Dans le 5, il y a des trucs, c'est du même niveau clairement quoi. 65, La Terre d'avant, et ouais, je ne l'ai pas mis dans mon flop 10, il avait sa place, mais honnêtement, je trouve qu'il y a quelques petits trucs quand même qui sauvent le film. Malgré des décors absolument catastrophiques. En fait, on a l'impression que c'est tourné un petit peu dans n'importe quel bois que vous trouverez en France, quoi. Ou dans n'importe quel autre pays du monde. Et on a Saw X également, que j'avais plutôt apprécié. Enfin, plutôt apprécié. Je suis ressorti de la séance, je me suis dit, ça va, ça aurait pu être pire. Et en fait, plus j'y réfléchissais, plus je me disais, non, en fait, c'était pas bon du tout. Enfin, par rapport à tous les autres sauts, il ne se passe rien. Ça m'avait pas gêné pendant que je regardais le film, mais à la fin du film, quand j'y repensais, je me disais, bah non, en fait, non, il y a rien du tout. Enfin, du coup, et encore les énigmes, enfin les énigmes, les pièges de Jigsaw, c'est vraiment pas travaillé du tout par rapport à tout ce qu'on a pu voir dans les autres films. Et encore, j'ai pas tout vu hein, dans la saga Saw. Bah voilà pour ça. Non, je crois pas que j'ai oublié d'autres films. Alors il y a peut-être d'autres films qui étaient mauvais et que je n'ai pas cités et que je ne citerai pas. Auquel cas, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais on va pouvoir passer bah, directement au flop. On va donc pouvoir commencer avec la 10e place. Sisu de l'or et du sang par Jean-Marie Hellander avec 75 083 entrées au box-office français. Alors oui, ça peut paraître bizarre, mais je vais donner les entrées qu'ont fait tous les films que je vais citer, que ce soit dans le flop 10 ou dans le top 10, uniquement pour parler d'un seul film qui a fait certainement un des plus petits nombres d'entrées cette année et qui est pourtant dans mon top 10 et c'est une incompréhension totale. Donc ne vous étonnez pas si je mets les entrées des films, c'est vraiment pour comparer avec un seul film. Alors Sisu, pour résumer le scénario, vous m'excuserez, je regarde mes petites notes pour vous faire les résumés des films. C'est l'histoire de Atami qui découvre un gisement d'or en Finlande en 1944 et qui va tout faire pour le protéger des nazis. Et c'est tout. Tout le film, ou presque, se trouve dans la bande-annonce. Et encore, la bande-annonce te vend le film comme étant un truc plutôt barré, mais finalement ça l'est pas tant que ça. C'est pas aussi rythmé que ce qu'on nous vend, et j'ai pas honte de dire que ouais, clairement, entre les scènes d'action, je m'emmerdais parce qu'il se passait rien, quoi. C'était scène d'action, le personnage avance, scène d'action, et encore scène d'action, comme je vous le disais, on en avait la moitié qui était spoil dans les bandes annonces, donc du coup il reste plus grand chose derrière, quoi. Par contre, tu sens que le réalisateur, il s'est fait plaisir. Il a mis plein de trucs complètement déjantés, surréalistes, tout ce que vous voulez. Tu sens qu'il a eu envie de faire plaisir aux spectateurs, et ça, c'est une bonne chose. Mais la déception est trop grande pour moi. Enfin, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Enfin, si, j'ai réussi à rentrer dedans, mais ça ne m'a vraiment pas parlé du tout, quoi. Mais encore une fois, je le mets 10e, et je peux comprendre que ce film soit plutôt apprécié par certaines personnes. Alors vous verrez, je vais pas passer 3 heures sur chaque film. Cette année, je vais essayer de faire un petit peu plus de contenu avec notamment des petites critiques individuelles au niveau des films. Là, c'est vraiment pour vous donner mon flop et mon top 10 avec un bref résumé de ce que j'ai pensé. On va donc pouvoir passer à la 9e place. Five Nights at Freddy's de Emma Tammy avec 850 081 entrées. Alors pour le résumé du film, en gros, c'est l'histoire de Mike qui s'occupe de sa sœur Abby qui est âgée de 10 ans. Tout juste licencié, il doit trouver un travail pour ne pas en perdre la garde et accepte justement le poste de gardien de nuit au Freddy Fazbear's Pizzeria. Je l'ai bien prononcé, c'est bon. Où il va être confronté à des phénomènes surnaturels. Alors j'ai beau être un gamer, je n'ai jamais touché à Five Nights at Freddy's. Mais cela dit, de ce que j'ai pu voir, l'état d'esprit, l'ambiance, les décors sont plutôt respectés. Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde! Alors déjà, les personnages sont pour la quasi-totalité totalement dépourvus du moindre charisme, hein, notamment le personnage de Mike, le personnage principal qui est joué par Josh Hutcherson, si je le prononce correctement. Lui, c'est vraiment le must du must en termes de no charisme, hein. Je trouve qu'il dégage absolument rien. Que ce soit la peur, la joie, la colère, la tristesse, tout ce que vous voulez, il ne dégage absolument rien. On ne ressent rien quand on voit ce personnage. Alors c'est censé être un film d'épouvante horreur. C'est pas forcément le genre de film dont je suis client, j'ai absolument rien contre. De temps en temps, je regarde des films de ce style-là, mais c'est pas mon domaine de prédilection. Mais je suis désolé, mais ça fait pas vraiment peur en fait votre histoire. Enfin, déjà, le terme horreur, on peut le mettre de côté. Il y a une seule scène où il se passe quelque chose d'horrifique et encore, on voit pas grand-chose. Et au-delà de ça, ça fait pas peur tout simplement parce que c'est que des clichés des films d'horreur classiques, quoi. Tout est prévisible ou presque. Quand je dis que tout est cliché, je parle vraiment un petit peu de tout, hein, que ce soit les rôles des personnages, les situations, les revirements de situation.
T'es vraiment face à un scénario basique de chez basique, quoi. Et pourtant, ça semble avoir cartonné au box-office, donc no comprendo, señor. Bref, on va pouvoir passer au numéro 8. Ant-Man et la guêpe, Quantum Mania de Peyton Reed, avec 1 593 210 entrées. Alors je vous cache pas que j'ai pas regardé le box-office de manière générale en France sur l'ensemble des Marvel, mais de ce que je vois, un film à plus d'1 500 000 entrées, ça semblait être une pas trop mauvaise réussite. On y suit les aventures de Scott Lang et ses proches qui se retrouvent dans le monde subatomique grâce à une expérience foirée de sa fille Cassie. Ils vont devoir trouver un moyen de rentrer tout en affrontant le terrible Kang, le conquérant. Bon, celui-là, je pense qu'on va passer rapidement dessus parce que tout le monde a absolument tout dit sur ce film. Que ce soit l'histoire, le traitement des personnages qui prennent pour certains des décisions totalement illogiques ou, et surtout, les effets spéciaux dont tout le monde parle, bah déjà ça enlève beaucoup de choses au film. Alors l'antagoniste soi-disant surpuissant, on repassera, hein. L'humour ne fonctionne absolument pas. En fait, j'ai vraiment eu l'impression que Marvel se foutait de moi avec ce film. Mais vraiment, hein, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu. Pourtant, il est que huitième. C'est dire le niveau des films qui vont suivre. Non, bah, je pense qu'il y a beaucoup trop de critiques qui ont été faites sur ce film, donc moi je vais rien avoir à rajouter de particulier, donc on va pouvoir directement passer au numéro 7. Hypnotique de Robert Rodriguez avec 370 611 entrées. Alors, c'est l'histoire de Danny Rourke, qui est enquêteur, policier, enfin, il fait partie du FBI, je sais plus trop exactement, honnêtement, hein. Et ben, il cherche désespérément à retrouver sa fille. Et du coup, son enquête, elle va le mener bah, sur la piste de braqueurs improbables qui se servent de l'hypnose pour parvenir à leur fin. Et du coup, bah, il va essayer de découvrir la vérité à travers tout cela. En fait, quand tu retravailles un peu le synopsis, bah, ça donne envie finalement. Oui, parce que j'ai pas juste recopié bêtement le synopsis, hein, je l'ai remodelé à ma sauce par rapport à ce que j'ai vu dans le film. Alors pour tout vous dire, je me rappelle pas non plus de 50 000 choses dans ce film, tellement je l'ai trouvé oubliable. Par contre, ce dont je me rappelle parfaitement, c'est son scénario qui est totalement à la ramasse, beaucoup trop gros, beaucoup trop facile dans son écriture, notamment sur la fin avec Ben Affleck qui capte rien à ce qu'il fait. En plus, sur la fin, j'ai vraiment eu l'impression qu'ils ont expédié le truc, mais comme pas possible, quoi. C'est limite, bon les gars, on sait pas quoi faire, on va dire qu'il se passe ça, 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 allez hop, ça passera. Et c'est vraiment dommage, je trouve, parce qu'avec un scénario comme celui-ci, il y avait moyen de faire quelque chose. Avec des cambrioleurs qui se servent de l'hypnose justement pour arriver à leur fin, il y avait trop moyen de créer quelque chose. Mais bon, ce sera peut-être pour une autre fois, hein, avec un Ben Affleck qui sera peut-être un petit peu plus crédible dans son rôle. Passons maintenant au numéro 6, et là, attention, film français. Acide de Juste Philippot avec 238 964 entrées. Ah là, déjà au niveau des entrées, ça a pris un petit coup quand même pour un film français. La France est dévastée par des pluies acides. Mais Michal, son ex-femme Élise et leur fille Selma vont devoir s'unir pour affronter cette catastrophe climatique. On y croit, hein? Eh ben pourtant c'était encore un film chiant, alors qu'il y avait moyen, encore une fois, de faire quelque chose de bien mieux. Mais tout est foutu en l'air ou presque par des personnages qui, encore une fois, prennent les pires décisions possibles. Le personnage de Selma joué par Patience Munch, mais alors, mais ce personnage, Patience, mon dieu, mon dieu, mon dieu, c'est pas les plus acides, hein, le méchant du film. C'est vraiment elle. C'est la fille du couple qui fout la merde du début à la fin, ou presque. Alors bien sûr, s'il est dans le flop 10, c'est que c'est pas dû uniquement à un seul personnage, c'est dû à plein de choses, notamment des situations qui n'ont absolument aucun sens. Et quand je dis ça, c'est vraiment des moments ultra marquants pour n'importe quel spectateur. Alors je vais spoil un petit passage du film pour vous expliquer tout ça. À un moment donné, donc on a Selma et Michal, donc le père et la fille, qui sont tous les deux en train de fuir dans les bois avec des dizaines et des dizaines de personnes, hein. Mais quand je dis ça, je mens pas, hein. Je pense qu'il y a facilement une cinquantaine de personnes. Il y a l'armée ou les flics, je sais plus exactement, qui sont avec eux en train avec des fumigènes, hein. Il y a des fumigènes dans cette scène. Ils sont en train de leur dire où aller. À un moment donné, je crois qu'il y a Trébuche ou une connerie comme ça. Il y a son père qui est en train de l'aider à la lever. Allez, vas-y, viens, il faut qu'on avance et tout. Les deux se relèvent et magie, plus personne. Mais genre plus rien. Il n'y a plus de fumigène, il n'y a plus les mecs de l'armée, il n'y a plus aucune victime qui court ou quoi que ce soit. Ils sont tous les deux, c'est tout. Mais ça se passe en 10 secondes, même pas. Ça se passe vraiment en une dizaine de secondes, quoi. À côté de ça, il y a quelques trucs qui servent pas à grand chose, notamment bah, le personnage de Guillaume Canet à qui on met un bracelet électronique au début du film. Et en plus, on s'attarde un petit peu dessus pendant quelques scènes. Enfin, les quelques scènes qui suivent, on te montre bien qu'il a un bracelet et tout. On se dit, bon, bah, ça va peut-être servir à un moment. Bah non, ça sert à rien. Comme plein d'autres choses dans ce film. Juste, pourquoi? Bref, c'est un film que je déconseille très fortement, de même que le numéro 5. Le livre des solutions par Michel Gondry avec 450 239 entrées.
Eh ouais. Et malheureusement, je vous le dis, ça m'embête de le mettre dans mon flop 10, hein, parce que c'est quand même la personne qui a fait Be Kind Rewind avec Jack Black, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est un bijou absolu avec Jim Carrey. Donc je vous cache pas que j'attendais beaucoup de ce film, et qu'est-ce que je me suis emmerdé. Alors pour le pchit, après s'être vu retirer son projet de film, Mark le vole et part dans la cambrousse avec sa petite équipe afin de le terminer. Il y entame l'écriture du livre des solutions, un guide lui permettant de surmonter ses problèmes. Bah celui-là, je vais pas faire trop long dessus, je vais être clair, je pense que c'est juste pas un film qui est fait pour moi. J'ai pas réussi à rentrer dans le délire, à rentrer dans la tête du personnage de Marc joué par Pierre Ninet, qui est très bon au passage, hein, ça y a aucun problème là-dessus. Mais j'ai juste eu l'impression de voir un film qui suit l'histoire d'un mec qui n'a aucun sens. Non, non, c'est vraiment pas une erreur du tout de langue française. Le personnage de Marc n'a aucun sens. Je ne comprends pas ce personnage. Mais, cela dit, je peux comprendre que ça parle à d'autres personnes. Tu sens que c'est un mec qui est pas bien dans sa tête, enfin qui a plein de problèmes à régler, mais c'est fait d'une manière un petit peu surréaliste, je trouve. Et du coup, il n'y a aucun moment où je me suis retrouvé dans ce que lui pouvait penser, faire, ressentir. Bon bah du coup, moi je vais rester sur Eternal Sunshine of the Spotless Mind, moi, hein. D'ailleurs, c'est un bon film que je vous recommande absolument. Et attention, nous nous rapprochons du flop 3, mais d'abord, numéro 4. Les Chevaliers du Zodiaque de Thomas Baginski avec 56 833 entrées. Alors je vous cache pas que lui, ça a été compliqué de le résumer, donc j'ai vraiment fait aussi simple que je pouvais. En gros, c'est l'histoire de Seiya, un ado bagarreur, qui se découvre des pouvoirs qui vont le conduire malgré lui à protéger Sienna, qui est la réincarnation de la déesse Athéna. Ah j'ai dit, hein, je fais extrêmement simple comme résumé, hein, pour celui-ci. Alors le pire quand je suis allé voir ce film, c'est que j'y suis vraiment allé en mode non mais ils en rajoutent les gens, c'est pas possible, ça peut pas être si catastrophique que ça. Eh ben en fait si. L'art de chier sur un manga culte, partie 2. Que dire, il y a beaucoup de choses à jeter dans ce film. Les personnages sont insupportables pour la plupart. Les décors sont moches pour un film Les Chevaliers du Zodiaque, désolé de le dire. Il y a une seule zone, je vais pas spoil, mais il y a un décor qui est plutôt bien travaillé, qui est plutôt bien foutu. Mais c'est tout. T'as l'impression que ça a été tourné dans n'importe quel bled portuaire du monde, quoi. On parle des Chevaliers du Zodiaque, bordel! Alors je pense, vu comment le film se termine, qu'une suite devait être prévue. Mais très honnêtement, j'espère que le flop en salle va les empêcher de le faire. Parce que si c'est pour nous pondre quelque chose d'aussi catastrophique que le premier film, enfin que le film en question, non merci, j'en veux pas. Ah si, il y a des points positifs quand même dans le film, hein. L'intro. Regardez juste l'intro. Et là, vous vous direz, waouh, ça annonce du lourd. Et après, vous vous imaginez le film, et je vous jure que ce sera certainement mieux que ce que vous pourrez voir dedans. Et ça y est, nous arrivons désormais dans le flop 3 des films de l'année. Et on commence avec balle numéro 3. Sentinelle de Hugo Benamozig et David Caviglioli. Bon, c'est un film qui est sorti sur Amazon Prime, donc j'ai pas de nombre d'entrées à vous donner pour celui-ci. Mais par contre, je veux pouvoir m'en lire mon magnifique résumé. Flic de jour et chanteur la nuit, François Sentinelle est un teubé qui va devoir résoudre le mystère d'une vague de crimes. Un seul mot pour ce film, navrant. Mon Dieu, mais quelle horreur quoi. Ah non, mais là on en tient une belle, hein. Le personnage de Jonathan Cohen est tout ce qu'il y a de plus lourd et insupportable dans le cinéma français. Sauf que c'est le personnage principal. Pas de bol. On enchaîne dialogue et situation débiles sur situation et dialogue débiles sur dialogue et situation débiles, etc., etc., de boucle en boucle jusqu'à la fin. Et oui, de boucle en boucle, ça ne se dit pas, mais le film est tellement pourri que moi, je le dis. Ah si, il y en a un qui sauve le film. Il s'appelle Raphaël Quénard et il a joué dans Yannick qui est sorti cette année, qui sera pas dans mon top 10 mais qui était un bon film malgré tout. Voilà, allez. Numéro 2. Beau is Afraid de Harry Aster avec 70 904 entrées. Alors je ne suis pas familier du tout du cinéma de Harry Aster, je sais qu'il a fait Hérédité et Midsommar qui sont des films qui ont cartonné, qui ont eu une très bonne réception. C'est des films que je regarderai, mais du coup actuellement j'ai pas d'avis du tout sur ce réalisateur. Beau tente désespérément de rejoindre sa mère, mais l'univers semble se liguer contre lui. C'est mot pour mot le psy qui assure Allociné. Oh, et rarement un film ne m'aura paru aussi long que depuis le Nouveau Monde de Terrence Malick, quoi. Sauf qu'ici, contrairement au Nouveau Monde, tout m'a semblé absolument dépourvu du moindre sens, du début à la fin du film. J'ai jamais réussi à rentrer dans cet univers complètement cinglé. Alors j'ai lu je ne sais où que le réalisateur avait dit que les spectateurs n'ont pas vraiment compris que c'était une comédie horrifique, et il a dit un truc du genre, il ne faut surtout pas avoir peur de rire aux éclats en regardant ce film.
Mais j'ai envie de dire, pour ne pas spoil, je vais prendre juste un exemple. Qu'est-ce qu'il y a de drôle dans le fait de voir une gamine ingurgiter un pot de peinture devant un Joaquin Phoenix qui est complètement désabusé et qui ne comprend absolument pas ce qui se passe, tout comme nous, pauvres spectateurs lambda? Qu'est-ce qu'il y a de drôle dans le fait de voir un mec qui a peur d'absolument tout ce qui l'entoure? Parce que je suis désolé, mais c'est totalement compréhensible qu'il ait peur de tout ce qui l'entoure, vu que tout ce qui l'entoure dans ce film n'a absolument aucun sens. Du coup, bien sûr que moi je ferais comme lui et que je sortirais jamais de chez moi. Puis la conclusion, alors là, ça se passe de commentaires. Bref, ce fut une séance de torture totale pour moi. Un film qui était déjà très long, qui dure environ 3 heures, je crois. J'ai eu l'impression qu'il en a duré 6. Et pourtant, c'est pas le numéro 1. Et voici le moment tant attendu, le flop 1 de cette année 2023. Il s'agit de La Tour de Guillaume Niclou avec 30 882 entrées. 30 882 entrées. Donc là, déjà, on est sur un film qui a vraiment pas fonctionné du tout. Alors en gros, au cœur d'une cité, un immeuble est enveloppé d'un brouillard noir qui dévore tout ce qui vient à son contact. Acitane, je me rappelais pas que c'était le nom du personnage principal, et tous les résidents vont devoir s'organiser pour survivre, pardon, mais la tâche sera bien rude. Et le mot est faible. Alors, dans un premier temps, je vais même pas parler du film, je vais parler de la séance en elle-même. J'ai jamais vu dans une séance autant de gens qui se faisaient chier, qui soufflaient, qui regardaient leur téléphone, qui se disaient quand est-ce que ça se termine. Je vous jure, je ne mens pas, j'ai entendu ça à plein d'endroits différents dans la salle. Je sais que les gens à côté de moi, ils en pouvaient plus non plus. À la fin du film, tout le monde s'est levé et est quasiment sorti instantanément. Je n'ai jamais vu ça de ma vie depuis que je vais au cinéma. J'ai envie de dire, plutôt que de vous infliger de regarder ce film, vous ouvrez un dictionnaire, vous regardez nihilisme, définition, vous regardez quelques exemples, et ça suffira. Voilà. Tout va de pire en pire du début à la fin du film, aussi bien pour les personnages que pour les spectateurs, et du coup c'était extrêmement lourd et pesant à regarder, quoi. J'ai rien contre les films pesants, à l'ambiance pesante, à l'ambiance très noire, très sombre comme ça. Mais là, waouh! Et encore, une fois que tu arrives à la conclusion, spoiler, il n'y a absolument rien qui se résout. Eh ben, on te dit juste quasiment mot pour mot, la vie, c'est de la merde. Et hop, rideau. La brume, ses origines, la finalité, on s'en fout complètement, tellement on a voulu rendre notre film malsain et montrer des choses ultra glauques aux spectateurs. Donc non, c'est clairement pas un film que je vous recommande, hein, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et donc voilà pour la partie flop, ça me semble déjà pas mal, hein. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu des films dans ce flop 10, si vous êtes d'accord avec le mien ou pas, s'il y a d'autres films que vous considérez qui auraient pu avoir leur place dedans. Et du coup, pendant que je tournais la vidéo, je réfléchissais en même temps, je pense que je vais faire deux vidéos distinctes entre les flops et les tops. Donc on va pouvoir se retrouver incessamment sous peu dans une prochaine vidéo pour vous donner mon top 10 des films de cette année 2023. Bon, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce comme ça. Si elle vous a pas plu, vous mettez un pouce comme ça, c'est exactement pareil. N'hésitez pas à mettre, comme je le disais, un petit commentaire si vous le souhaitez. Et on se retrouve pour le top 10 des films de 2023. Allez, prenez soin de vous et bisous tout le monde.